Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur le podcast Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme que j'admire pour son travail et son altruisme. Actrice, scénariste et réalisatrice à la sensibilité citoyenne. Elle vous embarque dans ses documentaires et fictions avec sensibilité et intelligence, saupoudrés par une quête d'authenticité et de vérité. Ces récits en images deviennent des œuvres cinématographiques absolument bouleversantes. On devient meilleur. Mon regard a changé face à la trisomie 21 grâce au film Apprendre à t'aimer, interprété par Harry Habitant et Julie Debona, superbe. Puis, le film C'est toi que j'attendais raconte les enjeux de l'adoption en France à travers plusieurs histoires intimistes. Tant de réalisations à citer. Pour France 2, récemment, elle réalise une fiction autour d'une enquête policière avec disparition inquiétante, jouée par Julie Gaillet. Et ce 31 mai sera à l'affiche son prochain film documentaire qui parle d'une maladie qu'on connaît peu, la maladie de Charcot, avec Invincible été au Grand Rex. Une ode à la vie, une mise en lumière à propos de cette maladie. Stéphanie Penonka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. La devise de ce podcast est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Aujourd'hui, te sens-tu à ta place en tant que réalisatrice ? Je me sens à ma place maintenant dans cette vocation-là, dans cette fonction-là. Ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que nos carrières sont étonnantes. Ce sont de longs chemins. Moi, je ne pensais pas un jour pouvoir réaliser des films pour le cinéma, pour la télévision. Je ne pensais pas du tout. Mais voilà, c'est les surprises de l'intermittence, c'est les chemins curieux de nos métiers. C'est en ça, je le dis souvent à des comédiens ou à des apprentis réalisateurs ou à des intermittents, c'est que c'est un métier qui a beaucoup d'imagination, qui nous surprend, qui nous accompagne, qui souvent nous invite dans des chemins de traverse qu'on ne veut pas forcément prendre, mais finalement qui sont plaisants et il faut se laisser faire. Voilà. Une carrière, c'est long. Tes débuts sont étonnants. Tu as été chroniqueuse. Oui. Tu as même travaillé sur la Starac. Ouais. Raconte-nous. Moi, je viens du théâtre à la base. J'ai fait le Conservatoire national de Toulon, qui est un conservatoire national. Et donc, je vivais dans le Var. Et après, je suis montée à Paris, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai passé la classe libre du cours Florent, que j'ai eu. Et après ça, j'ai travaillé au théâtre. Mais bon, je peinais un petit peu. Et j'ai su qu'à la télévision, il y avait une nouvelle émission qui arrivait. Une réplique d'une émission américaine qui s'appelait Entertainment Tonight. Et la réplique, c'était exclusif ce soir, exclusif sur TF1, tous les jours à 18h30. Et j'ai passé le casting, j'ai été prise avec Jonathan Lambert, qu'on voit beaucoup au cinéma ou au théâtre maintenant, et Jenny Godula. Et voilà, nous étions tous les trois chroniqueurs. Et puis à partir de là, j'ai pu apprendre un métier, puisque j'ai appris à réaliser des sujets, à me mettre en scène comme chroniqueuse. Et après ça, on m'a confié des animations un peu très ludiques, un peu spectaculaires. Je me souviens avoir fait des fêtes de la musique dans les arènes de Béziers, que des trucs en direct, des gros Barnum, le concert de Johnny Hallyday, le passage à l'an 2000 sur les Champs-Élysées. C'était absolument grisant. Et effectivement, oui, il y a eu la première édition de la Starac avec Nikos, que j'ai revu il y a peu et on se souvenait de ça. Donc c'était assez fou. Mais les années télé, ça a été des années formidables parce que quand vous devez rendre tous les jours un sujet de 3 minutes, donc le réaliser, le monter, le post-produire et le diffuser immédiatement dans la journée, on apprend vraiment un métier. Ça t'a appris le métier de journaliste. Voilà, et de réalisatrice aussi. Et ça, c'était fabuleux parce je crois qu'on partait, c'était une quotidienne, donc il y avait des sujets tous les jours. Je crois avoir fait le tour du monde avec cette émission. Puis j'ai travaillé avec des gens qui sont toujours très actifs. C'est ça aussi qu'il faut dire aux intermittents ou à ceux qui font le métier, les très jeunes. Fabriquez-vous une famille jeune, parce que cette famille vous suivra toute la vie.
on retrouve toujours les mêmes, c'est fou. Parce que regarde, moi j'ai débuté avec Alexia Laroche-Joubert il y a 27 ans. Sur une émission qui s'appelait Les Français sont comme ça, où elle m'avait castée. Et on s'est retrouvés sur Exclusif, on s'est retrouvés sur des tas d'émissions de TF1, comme Toutes les chansons d'une histoire, ou Certaines fureurs, ou Drôle de planète. On s'est retrouvés sur des tas d'émissions. Et puis là, probablement, elle va me produire pour un sujet qui nous tient à cœur sur le handicap. Donc en fait, les gens que vous avez là dans vos vies, même les acteurs, je vois les acteurs qui étaient avec moi au cours Florent, je les revois toujours. C'est ça qui est fou. C'est que voilà, c'est une famille dans les écoles ou dans les agences ou dans vos clubs, vos assos, il faut être très entouré, il faut altériser, les autres acteurs ne seront jamais vos ennemis. Voilà, il faut se créer une famille et ces gens-là, on les retrouve toujours. C'est ça qui est merveilleux. Et mettre un pied dans la famille en se formant. Voilà. Et comment es-tu arrivée à la réalisation ? À ce moment-là, quand tu étais à la télé, tu rêvais de quoi ? Alors moi, j'aimais faire la comédienne, j'aimais faire rire, j'aimais qu'on me trouve drôle, qu'on me trouve pertinente, j'aimais aller interviewer, je sais pas moi, les champions du monde de foot, tous les artistes. Puis on avait des gros artistes sur cette émission, des gros artistes internationaux. Moi, je me souviens d'avoir interviewé Maria Carey, Pavarotti, des trucs énormes, vraiment. Et Robbie Williams, des trucs assez dingues, et des Français avec les gens de l'époque, les Belmondo, les Delon, voilà, c'était fou. Je me souviens d'avoir croisé Prince, c'était dingue, et j'aimais me mettre en scène. Voilà, j'aimais faire rire, j'aimais plaire, j'aimais qu'on me trouve dynamique. Puis très vite, je me suis rendu compte que le rapport à l'image et au physique, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup. Parce que quand je suis en plateau, j'étais très volubile. J'avais besoin de parler, de faire des mouvements. Je faisais des phrases de 50 000 kilomètres. J'ai essayé d'être concise avec le temps. Mais donc, j'étais souvent une fille hors norme parce que je prenais beaucoup de place. Et je me suis rendu compte que de me regarder, ça me gênait. Je me souviens avoir beaucoup demandé à ma mère comment j'étais, comment tu m'as trouvée. J'avais un rapport avec mon enveloppe physique où j'étais hyper exigeante et hyper dans le doute, comme toute nana de 25-30 ans. Et ça ne me plaisait pas, cette position-là. Donc très vite, je trouvais que c'était une terre très stérile pour moi de jouer la comédie ou de me regarder. Et en fait, je ne pensais pas du tout réaliser. Je réalisais ces chroniques pour la télévision. Et puis après, il y a eu d'autres émissions avec Valérie Benaïm, notamment. On faisait une quotidienne sur France 3 qui s'appelait « Tous les Français sont comme... » Non, ça s'appelait comment déjà ? Jules et les filles. Après, j'ai fait le morning sur M6. Voilà, mais ça a duré de nombreuses années. Oui, de nombreuses années. Mais j'ai vu que le rapport au physique et à l'image me gênait. J'avais envie de plus. Je trouvais que... sens. Voilà, j'avais envie de sens, mais c'est surtout une rencontre. J'ai réalisé un premier court-métrage. Bocuse. Voilà, et puis j'ai rencontré une fille absolument dingue lors d'une projection. Une fille en fauteuil roulant qui s'appelle Alex Beau. Alors, je vous invite à aller la voir sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. J'ai suivi cette fille en 2010. Je l'ai suivie pendant plusieurs mois en cachette sur Facebook. Et il n'y avait pas Instagram à l'époque. Donc, il y a 10 ans. Un petit peu plus. Et puis, je suis allée la voir et j'ai dit, je vais faire un film sur toi. Et elle m'a dit, ah bon, pourquoi ? J'ai dit, parce que tu es une guerrière, parce que tu es une star, parce que tu es une héroïne. Une fille en fauteuil roulant qui faisait tout ce dont nous toutes, nous rêvons de faire. Voilà. Avec une liberté, avec une audace, une volonté, une énergie dingue. Et j'ai fait ce film pour Arte, qu'on peut trouver sur Internet. Je suis assez contente quand les films sont libres et qu'on peut les choper sur les différentes plateformes. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir mettre accessible les choses, parce que tu sais qu'il y a la question du droit d'auteur, etc. Mais il y a beaucoup de films qu'on ne voit plus. Et ça, j'en parlais avec des amis réalisateurs ou des amis comédiens. Une fois qu'un film est là, après, il faut aller le choper en VOD. Après, il faut aller choper les DVD. Il n'y en a plus des DVD. Plus personne regarde des DVD. Et puis après, voilà, c'est dommage. Moi, souvent, on me dit, mais j'aimerais bien voir tel film. Je dis, écoutez, il est sur Salto. Ah, ça n'existe plus, ok. Donc, voilà. Donc, il est sur celui-ci et on peut l'attraper facilement. Et grâce à ce film qui a cartonné sur Arte, ce film m'a donné la légitimité. J'ai pu faire d'autres choses. Donc, ce qui est
La morale de l'histoire, c'est qu'on attend toujours des choses des puissants, de ceux qui ont les cordons de la bourse, de ces hommes et femmes imposants qui sont en haut des pyramides et qui sont les producteurs, les machins, les trucs. Mais en fait, moi, qui avais fréquenté les grands de ce monde dans les différentes émissions, moi, tout m'a été donné par une fille qu'on a du mal à comprendre parce qu'elle est cérébralisée, parce qu'elle est en situation de handicap lourd et quand elle parle, alors qu'elle est d'une opiniâtreté, d'une fantaisie et d'une activité dingue au quotidien, mais on a du mal à la comprendre. Et cette fille qui est la plus petite, on va dire, celle qu'on ne veut pas voir et pourtant elle est très investie politiquement, elle est très en colère. En fait, j'ai tout reçu d'une fille qu'on ne veut pas regarder. Et ça, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on croit toujours qu'il faut aller faire des courbettes aux grands de ce monde pour obtenir des grâces ou des possibilités. Mais moi, j'ai appris mon métier avec quelqu'un qui est dans l'ombre. Et tous ces gens-là du handicap, tous ces gens qui sont peut-être plus vulnérables, plus fragilisés, qui sont porteurs de particularités, on ne les regarde pas. Mais moi, c'est cette fille-là c'est grâce à elle que je suis devenue réalisatrice. C'est pas grâce à un grand producteur ou une chaîne incroyable ou quelqu'un qui m'aurait propulsée. Non, je suis devenue réalisatrice grâce à une fille en fauteuil qui ne peut pas se déplacer toute seule, hors fauteuil, j'entends, et qui est amoindrie, mais pourtant toute puissante puisqu'elle m'a permis, entre autres, de devenir celle que je suis maintenant. Réalisatrice. Voilà, donc la vie est étonnante. Parce que sans elle, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas 13 films à suivre. C'est assez fou. Il faut pouvoir saisir des enseignements, des choses. C'est que, surtout pour les comédiens, et je dis souvent ça parce que je sais que c'est ton cœur de cible et ce sont eux qui te suivent depuis tellement d'années, tous ceux qui sont en désir de prospérer, de donner du sens à leur vie et de faire ce métier correctement, il ne faut rien négliger. Il ne faut pas se tromper de cible. Et souvent, la vie... je me souviens avoir un grand moment de doute dans ma carrière, notamment par rapport à la maternité, quand vous vous mettez entre parenthèses longtemps. Je me disais, j'ai été comédienne, j'ai été animatrice, je vais faire quoi maintenant ? Et j'ai eu quelques mois de doute et j'ai reçu miraculeusement un bouquin de développement personnel à la con, pardon pour la vulgarité, américain, qui s'appelait, alors peut-être on peut trouver ça... Je ne me rappelle plus très bien, je ne sais pas si on a du réseau ici. C'était l'histoire d'une petite souris qui va chercher du fromage. Where is my cheese ? Quelque chose comme ça. Je crois que si on tape fromage, souris, développement personnel, bouquin américain, on trouve. C'est très sommaire, je me souviens l'avoir lu et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle anarie. Mais il n'y a que les ricains pour partir sur des trucs schématisés, tellement moralisateurs, tellement... Mais figurez-vous que ça a été salvateur pour moi parce que en fait, dans ce bouquin, il nous est dit, on est habitué à faire un chemin pour aller chercher notre fromage. Notre fromage, c'est notre Graal, notre travail, notre activité, notre rêve. Donc la souris fait ce chemin toujours pour aller chercher son bout de fromage dans ce labyrinthe-là. Puis un jour, il n'y a plus de fromage au bout du labyrinthe. Mais la pauvre souris continue à aller chercher, toujours dans le même sens. C'est l'acteur. Par exemple, il va toujours aller chercher dans cette niche-là parce qu'il veut faire telle série ou il veut être sur scène, machin. Mais il y a plein d'autres chemins. Qu'est-ce qu'on nous conseille qui seront source d'épanouissement. Voilà, allez chercher à côté. Ça ne marche pas, ça bloque. Tenez bon, persistez, mais allez chercher à côté. Il y a tellement d'autres moyens de se réaliser artistiquement et de revenir après peut-être à la comédie ou à la réalisation. Mais voilà, n'ayez pas peur des chemins de traverse parce que ces chemins-là vont vous remplir, vous renforcer, vont vous aider à trouver votre personnalité, votre identité. Et après, allez, si vous y tenez encore, vous retournerez dans ce coin-là pour voir s'il y a du fromage. Et ça a été fou. Et il faut être attentif aux signes de la vie. Je me souviens d'une copine animatrice un peu dure avec moi, avec laquelle j'avais beaucoup travaillé. J'étais son second couteau. Vous savez, vous êtes souvent les seconds couteaux de certaines animatrices. Et moi, j'étais son second couteau et on s'est retrouvés, une quinzaine d'années plus tard, où j'étais, moi, en recherche de celle que je voulais être. Donc en pleine lecture du fromage. Et dans une soirée où j'étais dans des gros questionnements, à table, elle me dit « Mais tu sais, toi, il faut que tu crées. Parce que créer est salvateur, créer est thérapeutique. Fabrique, imagine, transforme. Fabrique, n'attends pas qu'on vienne te donner. Parce qu'on ne te donnera pas.
n'attends pas. Parce que Là, moi, j'attendais. Tu avais arrêté la télé ? Oui, j'attendais qu'on me propose. J'étais tellement formidable parce que nous tous, on a certaines images de nous. Je me disais, on va me proposer un truc. On va me proposer de faire une émission, on va me proposer un rôle, on va me proposer un truc, de chroniquer tel truc, etc. Et puis, elle m'a dit ça, et là, je me suis mis à écrire. Mais ce qui est curieux, c'est que nous, les filles, on a ce souci de légitimité. Donc, nos fameuses pensées limitantes. Voilà. Et j'ai commencé à écrire pour les enfants. Alors, c'est pas péjoratif du tout, mais rendez-vous compte du nombre de femmes qui écrivent pour les enfants. Qu'est-ce que tu écrivais ? J'écrivais des ateliers de développement, de théâtre. J'essayais d'écrire une petite pièce qu'éventuellement j'aurais pu jouer dans tel tout petit théâtre de 15 places, passage de la bonne graine. Enfin, tu vois. C'est réconfortant de t'entendre parce qu'on se rend compte qu'on est... On est tous pareils. Et je m'étais dit, je ferai d'ombre à personne. Et puis, je ne voulais pas, quand on est acteur, on a du mal à se dire, moi, maintenant, les nouvelles générations, mais on est limité. On se dit, je ne vais pas écrire un film, c'est ridicule, je ne sais pas faire. Je ne vais pas tourner ça. Mais moi, je te parle d'un temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde s'empare d'un téléphone et fait une émission, et fait un court-métrage, et fait un film. Moi, à mon époque, il n'y avait rien. D'accord ? Rien. Internet n'existait pas. Tu avais le téléphone chez toi, les agents t'appelaient. On était tous en coloc à l'époque. Les agents t'appelaient, laissaient un... Non, tu n'avais pas d'agent. Les gens t'appelaient éventuellement, les casting directors. Les directeurs de casting t'appelaient. Auxquels tu avais envoyé des photos en 13-18, tu en noir et blanc, chez toi avec pour ton pas CV, rater l'appel. Voilà. Et puis, on t'envoyait éventuellement, on te déposait un message sur la boîte... sur vocal du répondeur. Et puis, si jamais tu avais un casting, c'était waouh! Tandis que maintenant, il y a des supports, dont vous, il y a des supports extraordinaires qui nous permettent d'être au fait de ce qui se passe ou pas. Nous, c'était le film français. Regardez quels étaient les films en préparation. Alors, souvent, les infos étaient erronées. Les films étaient tournés depuis bien longtemps ou en post-prod. Mais il y avait moins de comédiens également. Et il y moins avait d'artistes. Moins de comédiens, voilà. Parce que c'était marginalisé. Faire ça, c'était ta famille te disait quoi? Mais non, il faut un vrai métier. Tandis que maintenant, avec tout... les radios crochets, le nombre de films, tous les supports qu'il y a eu depuis. Enfin, c'est ouf. Toutes ces émissions où on te promet de devenir l'artiste que tu as toujours rêvé d'être, etc. Donc, il y a quand même une volonté de stimuler les gens et de valoriser cette industrie-là, qui est une vraie industrie, qui est quand même une industrie spectaculaire, qui génère énormément d'argent. Malgré tout, il faut le dire. On est quand même, je crois, aussi important que le secteur automobile. Hein. On est d'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien qu'on ait, comment dirais-je, valorisé ces fonctions et ces emplois-là. Mais et à ce moment-là, tu avais déjà réalisé ou pas ? Non. Voilà, je me suis dit, je vais écrire pour les enfants. Et puis, il y a eu la rencontre avec Alex. Et donc, j'ai écrit pour les très grands. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais bien dans ce monde-là, le monde de la vulnérabilité, de la fragilité, de la différence. J'étais bien et j'ai compris que l'énergie que j'avais, il fallait que je la mette au service de ceux qui n'ont pas moins d'énergie, qui en ont tout autant, même plus que moi, mais ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Et j'ai trouvé plaisir et joie à écrire et à créer dans cet univers. Et puis voilà, après, j'ai eu envie de raconter la vie de ma sœur qui est moine dans un monastère en Israël. Après, j'ai eu envie d'adapter un roman pour le cinéma avec Déborah François et Benjamin Biolay, du regretté Jean Telet. Ça a été une expérience spectaculaire. Ça a été des joutes, des passes d'armes, des luttes incroyables pour faire ce premier long métrage. Et j'invite tout le monde à ne jamais baisser les bras. Tous ceux qui ont la prétention, l'envie, les velléités, le rêve d'écrire un film, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est l'aventure d'une vie. Moi, je me souviens, j'avais fait des documentaires donc, pour la télévision, pour Arte. Puis j'ai décidé de faire ce film pour le cinéma, que personne ne voulait produire, évidemment, puisque ça, c'est un peu ma carte de visite. Je me démerde souvent toute seule. Mais voilà, c'est la preuve qu'on peut y arriver. Et on a fait ce film avec très peu de moyens. Et puis, on n'arrivait pas à le financer. Ça, c'est pour la jolie histoire. On n'arrivait pas à le financer du tout. Et on a arrêté. Et puis, un jour, il y a un agent
qui était très malheureux que sa comédienne ne joue pas dans le film de Fleur de tonnerre. Fleur de tonnerre, voilà. Et puis c'est Danny Boone. Un film en plus qui nécessitait beaucoup de moyens. Mais on l'a fait avec très peu de moyens. Des costumes d'époque, il fallait quand même... tu te lançais dans un sacré C'est un gros barnum, voilà. Mais avec les bonnes volontés, parce que dans nos métiers, nous sommes des artisans et des artistes. Et on aime magnifier, sublimer, créer... Rendre possible l'impossible. Voilà, notre industrie, notre métier, c'est rendre possible l'impossible, vraiment. Et c'est Danny Boone qui a sauvé le film. C'était assez fou parce qu'il a su par son agent que ce film-là n'allait pas se faire et il a mis l'argent manquant. Et on a pu faire ce film grâce à lui. Alors lui, il sortait radin, je crois, ou raide dingue, je ne me rappelle plus. Ouais. Et alors, chaque fois qu'il faisait un plateau, que ce soit quotidien ou les grosses émissions qu'il faisait, on lui disait alors, mais il paraît que vous sauvez des films d'auteur, mais c'est génial, bravo. Incroyable. Et alors lui était là, bah oui. Et voilà, je lui dois beaucoup parce que le film s'est fait grâce à lui. Mais c'était un ami à toi ? Non, pas du tout. Il a su par son agent, voilà, moi je pense l'avoir interviewé au tout début de sa carrière, on s'était croisés, mais il a aimé le scénario et il s'est dit c'est bête, c'est des gens qui en veulent, voilà, tout est stoppé. La magie de la vie. Voilà. Ça, donc c'est ton sujet, la magie de la vie. Il faut toujours espérer, voilà, ne pas perdre l'espérance. Voilà. Tu mets au service... ton intention et ce qui te fait vibrer, c'est que tes réalisations soient au service de messages et l'handicap, la maladie. On va évidemment parler tout de suite de Invincible été, qui sera le 31 mai au Rex pour sa première diffusion. Ouais. Il s'agit d'une rencontre avec Olivier Gouat. On va parler de la maladie peu connue, Charcot. Je ne la connaissais pas. Raconte-nous. Alors moi, j'étais en train de finir un film pour M6 sur le cancer du sein qui s'appelle Le souffle du dragon. Et des producteurs de chez Media One m'appellent et me disent « Écoute, on a pensé à toi pour un projet. Est-ce que tu peux venir sur la maladie de Charcot ? Est-ce que tu peux venir ?» Je dis « Écoutez, non, je sors là... du handicap, je viens de finir un film. Avant ça, j'ai eu l'adoption avec des enfants nés sous X. Je vais finir le cancer du sein, ça va être un peu lourd pour moi. Oui, parce qu'il faut que tu nous expliques et que tu nous racontes, parce que lorsque j'ai vu ce film Apprendre à t'aimer, j'ai vraiment enquêté sur toi et j'ai découvert comment tu travailles. Tu travailles en immersion, tu fais pas semblant. Non. Tu enquêtes, tu recherches, tu cherches à comprendre. Donc en fait, c'est une de mes questions qui viendra plus tard par rapport à comment tu sors de ces tournages. Donc là, effectivement, je comprends. Tu voulais pas te remettre. Je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Et puis quand on fait du documentaire, comme le film que j'avais sorti quelques mois avant au cinéma sur l'adoption, on est 3. C'est long. Ça dure une année, on tourne 3-4 jours par mois, il faut préparer, c'est des sujets qui ne vous laissent pas indemnes. Écoute, tu en parles, j'ai des frissons, parce que ce film aussi, je l'ai vu, et j'ai souvenir de cette jeune maman, voilà, moi je vais me mettre à pleurer, qui a son enfant et qui, la première nuit, dort dans le lit, mais je vais vraiment pleurer. C'est-à-dire que tu as ce talent pour nous raconter des histoires avec ta caméra, tes travelling, tes machins, qui nous emportent. Donc, je t'ai coupé, pardon. Non, mais je t'en prie, mais j'essaie juste de montrer ce que je vois. Ouais. Voilà. Et justement, ce dont tu parles là, c'était fou, parce qu'on allait en Angleterre filmer une femme qui, à l'âge de 16 ans, elle avait 45 ans, là, à l'âge de 16 ans, avait accouché toute seule. Dans sa baignoire, avait coupé le cordon dans sa cuisine et s'est retrouvée avec un petit bébé. C'était la première fois qu'elle avait une relation sexuelle. Elle était tombée enceinte. Et puis ses parents lui ont dit « Mais tu vas pas le garder, c'est pas raisonnable. » Et cet enfant a été confié à l'adoption. Et toute sa vie, cette maman l'a cherché. Et voilà. Et dans le film, nous faisons la recherche avec elle et nous l'avons retrouvée. Donc dans ce film-là, c'est toi que j'attendais. Donc c'est très impactant de vivre. Oui. Ces cœur à cœur là, cette intimité là. Donc Charcot, là tu t'es dit non, Charcot, j'y vais pas. J'ai écouté Charcot, j'ai compris que avec l'espérance de vie du protagoniste du film, si tant est que je le fasse, c'était un monsieur qui était condamné parce que c'est une maladie qui est incurable, c'est la plus rare des maladies rares. C'est le dernier diagnostic posé. Avant, on cherche un tas de trucs.
tellement on a peur de se dire c'est Charcot. La SLA, la maladie de Charcot, donc plus communément appelée maladie de Charcot. Et donc je vais chez Media One pour, par correction, rencontrer le producteur qui me proposait. Et je vois rentrer Olivier Goire. Et là, je le vois, sa stature, son regard, sa façon de se déplacer, son élégance. Quelqu'un qui a beaucoup de grâce, beaucoup de dignité. Il me regarde et il sourit. Et là, j'ai dit bah. Comment ne pas tomber amoureuse? Donc évidemment, il est venu s'asseoir à cette table-là. Nous nous sommes parlé. Et je leur ai dit, ok, je viens, mais on ne donne pas ça à la télévision. Avec tout le respect que j'ai pour la télévision, je voulais faire un film complètement libre. Je voulais faire un film qui reste. Et je voulais être à la hauteur du témoignage de ce monsieur qui nous dit à quel point la vie est belle et à quel point nous devons de l'aimer, de l'embrasser passionnément, de la cramer, de la bouffer, cette putain de vie. Je me suis dit, allez, ça c'est sur du grand écran. Donc j'ai dit au producteur, c'est du grand écran et on tourne demain. Waouh. Et c'est là l'audace des producteurs. Ils ont dit, ok, c'est du grand écran, on tourne demain. Et j'ai pu filmer Olivier. Et dans ce film-là, nous racontons la mission de cet homme qui s'est dit, je suis condamné, mais je veux vous raconter quelque chose. C'est que tant qu'on est vivant, sans souci, on se rend pas du tout compte du miracle de la vie. Et quand la vie vient vous rattraper et vous dit, mon pote, tu vas pas rester. Tu vas pas rester parce que tu es malade. Là, on se dit, waouh, chaque seconde compte 1000, 10 000, des milliards de fois plus parce qu'il faut donner de la vie au jour, même si on n'a pas beaucoup. Et Carpe Diem, ça le faisait rire avant, mais c'est devenu sa devise, vivre pleinement l'instant présent. Se dire à quel point la vie est belle et à quel point il faut, face à l'impermanence des choses, réaliser que ça va pas durer, les gars. Donc, il faut y aller. Tu as filmé une scène merveilleuse d'accouchement et à travers tes réalisations, voilà, on part du départ. Oui. C'était dans quel film cette C'est naissance? toi que j'attendais. C'est toi que j'attendais. Et on arrive à, voilà, on va pas parler de fin de vie parce qu'on en est loin, mais on peut parler de fin de vie puisque à la fin du film, Olivier Goire a voulu écrire du cinéma au cimetière, il n'y a qu'un pas, mais je n'ai pas peur. J'ai compris en faisant ce film que la vie est belle et c'est ce message-là que je veux laisser à mes enfants parce que pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. C'est fabuleux, je crois que c'est un film qui m'a beaucoup impactée. Je ne prends pas encore la mesure de ce qu'on est en train de faire. Je ne me rends pas très bien compte en fait parce que je suis dedans. Qui est Olivier Goire? Alors Olivier Goire, c'est un entrepreneur français très brillant, qui a créé des startups, qui a été un des premiers à miser sur le crédit participatif. C'est un des fleurons, on va dire, des entreprises de la French Tech et voilà, des propositions. C'est quelqu'un qui est dans la finance, c'est quelqu'un qui va très très bien. Ses sociétés sont florissantes dans le monde entier. Et puis un jour, il joue au tennis et il a mal au bras. Et puis voilà, il y a quelques soucis physiques qui l'inquiètent beaucoup. Donc il va faire des examens et on va lui dire qu'il est condamné parce qu'il est atteint de la maladie de Charcot qui va paralyser tous ses muscles jusqu'à l'empêcher de parler. Mais pas le cerveau. Et ce qui est fou, c'est qu'Olivier le dit dans le film, il dit voilà, moi, je vais très vite ne plus bouger, je vais très vite ne plus pouvoir parler. Mais je pourrai toujours être d'égal à égal avec mon médecin, avec ma famille, parce que mon cerveau est là. Et moi, ils disent, aimer, on le fait avec son cerveau. Réfléchir, transmettre, partager, on le fait avec son cerveau. Et lui, sa puissance, c'est que son cerveau est une mine d'or. Et il est là. Et il a décidé de rentrer en croisade et de glaner des fonds, parce que c'est ça qui est important. Tous les bénéfices de ce film seront destinés à la recherche de l'Institut médical du cerveau, et pour la recherche. Et tous les fonds seront vraiment destinés à la recherche, alors que lui n'en profitera pas,
puisqu'il ne pourra pas profiter des fruits de l'argent qu'il a insufflé, qu'il a confié à la recherche française, puisque son espérance de vie est très courte, mais il pense à ceux qui sont à venir, ceux qui plus tard vont être malades. Il est dans un altruisme, une bonté et une humanité incroyable, parce qu'il a décidé de se mettre au service des autres. Et toi, en tant que réalisatrice, ton cœur entre cette réalisation d'enquête policière avec Julie Gaillet, est-ce que tu y trouves autant de plaisir? Ce sont deux choses complètement différentes. Lorsque France 2 t'appelle et te dit je veux que tu réalises, on te propose de réaliser une enquête policière, qu'en est-il pour toi? Alors, moi, il faut beaucoup que je tourne, parce qu'il y a quelque chose dont il faut parler, qui rassurera sûrement les jeunes femmes qui nous écoutent, c'est que plus on avance dans la vie, nous les femmes, plus on a d'énergie. Donc il se trouve que depuis que j'ai 45 ans, j'en ai 52, j'ai une énergie redoutable qui, au lieu de me ronger, je me suis dit, voilà, autant la mettre au service de choses. Alors quand je décide de faire un policier, c'est pour aiguiser mon outil, déjà pour apprendre, parce que moi j'avais jamais fait de policier, pour apprendre, pour faire travailler, c'est important. Quand on a une responsabilité dans notre métier, il faut toujours penser à une échelle. Moi, j'ai été tout en bas de l'échelle. J'étais une toute petite comédienne qui faisait de la figuration de manière complètement anonyme. Je me souviens avoir fait des trucs de figu. Il n'y a même pas question de me voir, puisque j'étais évidemment coupée au montage. J'ai passé des journées de figuration à attendre, quand j'avais 18 ans, que ça arrive. Mais bon, ça n'arrivait pas. Et le Graal, c'était de faire de la silhouette. Voilà, exactement. Peut-être d'avoir une phrase ou un mot ou un regard. Mais donc je sais. Donc moi, je fais des films pour faire travailler les miens. C'est-à-dire les équipes, les acteurs, les techniciens. Et je fais des films aussi, les polars. Je me suis dit, tiens, pourquoi je vais aller sur un polar? Alors, quand on m'a proposé cette disparition inquiétante, je me suis dit, je vais aller sur ce polar à condition qu'il défende des valeurs qui m'importent. Donc, nous avons inventé un François Berléand atteint de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Parce que j'avais envie de parler des soignants. J'avais envie de parler d'une femme de 50 ans, donc une enquêtrice interprétée par Julie Gaillet, qui doit aussi s'occuper de son papa déclinant. Voilà. Alors, j'essaie dans les polars de toujours trouver du sens. Là, on m'a proposé de développer l'idée éventuelle d'une nouvelle collection, à venir peut-être, avec un premier épisode. C'est en cours, mais je me suis dit, tiens, pourquoi je vais y aller? J'attendais que le producteur m'explique le propos. Et il me dit, ben voilà, c'est une femme qui a plus de 50 ans. Je dis, c'est bon, je viens. Parce qu'il y a une invisibilité des femmes de plus de 50 ans. Et ça, on ne peut pas refuser. Mettre en scène une comédienne de plus de 50 ans dans un premier rôle, on est obligé d'y aller. Surtout que c'était une femme qui vivait seule avec sa maman et sa fille. On adore. Adore. Et qui va possiblement avoir un crush avec quelqu'un de plus jeune. Enfin, j'aimerais que ça se passe. Je ne sais pas encore. On n'a pas tout mis en place. Mais voilà, j'aime l'idée des héroïnes qui sont plus sur la pente descendante qu'en devenir. Parce qu'on est en devenir à n'importe quel âge, en fait. On peut s'inventer à n'importe quel âge. Et aussitôt c'est ça qu'il faut dire aux filles, c'est qu'on est tellement dur avec nous-mêmes. Moi, je suis d'une sévérité avec moi. C'est phénoménal. On se regarde, on se trouve moche, on se trouve vieille, on se trouve grosse. On se scrute. On se scrute. Mais dites-vous que votre œil est votre pire ennemi. Parce qu'aussitôt qu'on est naturelle, vivante, habitée, avec de la simplicité dans le cœur, voilà, personne ne nous voit comme nous nous voyons. C'est sûr. D'accord? Donc, relax, quoi. Moi, je vois des comédiennes qui se font du mal. Je vois à quel point, moi, en tant que comédienne, animatrice, chroniqueuse, je vois ce que je me suis infligée physiquement, dans l'hygiène de vie, dans les régimes, dans le rapport au corps. Mais je pense qu'on n'est jamais aussi belle que quand on est libre et en paix avec soi-même. Donc, en paix avec soi-même. Je crois que l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une réconciliation, à enfin s'accepter tel qu'on est et à être soi-même, à être sans jouer. Nos métiers, c'est des métiers de jeu, c'est des métiers de désir. Quand on est comédienne,
Parce qu'après, la vie d'une réalisatrice, elle est sensiblement la même qu'une comédienne. Et toi, en tant que réalisatrice, le désir. Il faut être dans le désir de l'autre. Quand on est comédienne, il faut être dans le désir de l'autre. Et quand on est réalisatrice, il faut être dans le désir de l'autre. Il faut qu'il y ait une prod ait envie de vous, qu'une chaîne ait envie de vous. Tout ça est très compliqué, sachant qu'on ne prête qu'aux riches. Donc, on ne fait travailler que les comédiens qui travaillent déjà. Alors, j'allais te demander justement, voilà, c'est ça, le est-ce truc. que tu interviens sur le choix de tes comédiens ? Julie Debona, dans Apprendre à t'aimer, est exceptionnelle. Elle est, Je l'ai choisie sur Instagram, sur une photo avec son fils. Voilà. Ouais. J'essaie... Et aujourd'hui, elle a un succès fou. Voilà. J'essaie de toujours faire travailler des gens qui n'ont pas à tribune. Voilà, ou qui ne sont pas... Mais c'est une industrie où on ne prête qu'aux riches, où les diffuseurs ont besoin d'être rassurés, avec des têtes d'affiche. Mais j'essaie toujours, moi, que ce soit dans Le Souffle du Dragon, ou dans Apprendre à t'aimer, ou dans J'irai au bout de mes rêves, ou là, dans ce polar, j'essaie toujours de donner la chance. Donner la chance. Parce que moi, j'ai bien aimé quand on me l'a donné, et j'essaie toujours de donner la chance. Donc, j'essaie toujours d'avoir du gros cast pour derrière arriver avec des gens en disant « Non, elle va venir ». Et on me dit « Encore elle ?» Je dis « Bah ouais, moi j'aime bien montrer des filles de plus d'un certain âge. » Et donc, tu fais appel à des directeurs de casting ? Alors, moi j'ai beaucoup souffert du casting. Parce que c'était l'époque où il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai 52 ans, quand je suis arrivée à Paris, j'en avais 22. C'est l'époque du casting sauvage, c'est l'époque des directeurs de casting qui allaient aussi dans les cours, au théâtre. Et puis c'était des espèces de gars ou de nénettes indétrônables. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup à Paris. Maintenant, il y a énormément de casting, mais c'était les vieux de la vieille qui avaient une idée bien précise. Et moi, j'étais toujours too much. Ouais. Alors maintenant, le too much est devenu une valeur, parce que les castings ne travaillent plus pareil. Mais moi, je débordais, je surjouais, je débordais tout, j'étais en feu, sans arrêt. Donc évidemment, tu as peur. Parce que c'est ce que je dis aux acteurs, je dis, ne vous vendez pas. Ne vous vendez pas. Moi, quand j'arrivais en casting, il fallait que je prouve que je savais faire ça, que je pouvais faire ça, que j'allais faire ça. Ne vous vendez pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait... tout repose sur le désir et la projection que le casting director va faire sur toi. Ou ce que tu vas générer chez le réalisateur ou le producteur. Donc, il n'y a qu'un truc, c'est vendez du rêve, les gars. Des fois, il ne faut pas parler. Laissez-vous regarder. Et ça, c'est Annie Gregorio qui m'a complètement éclairée sur ça un jour. Annie Gregorio, qui est dans tous mes films. Et avec laquelle j'ai eu la chance de jouer quand j'avais 18 ans. Donc quand je vous parle de famille, ça a vraiment du sens. J'étais au Théâtre Sylvia Montfort dans une pièce qui s'appelait Samedi, dimanche et lundi, avec Steve Suissa et Stéphane Guérin. Pour vous dire, c'est toujours les mêmes après. Hein. Et puis Annie Gregorio qui jouait. Alors, il y avait Raymond Jérôme, il y avait des tas d'acteurs très prestigieux. C'était Jean-François Balmer, Françoise Petit qui mettait la pièce en scène. Françoise Petit. Et Annie jouait avec moi, j'avais 18 ans, et maintenant je suis réalisatrice, elle est dans tous mes films. Je peux pas faire sans elle, c'est pas possible. Et Annie m'a dit un jour, moi quand j'allais au casting, je voulais montrer que j'étais brillante, que j'étais que j'étais drôle, que j'avais de la personnalité, machin. Mais j'ai compris beaucoup plus tard qu'il faut se laisser regarder pour que l'autre, le casting, projette son désir et imagine. Imagine que possiblement, tu peux jouer dans une série historique. Possiblement, tu peux faire tu peux être une fille des rues. Possiblement, tu peux être une toxicomane, une grande bourgeoise. Laisse-les rêver. Imagine. Mais moi, on m'avait pas dit ça quand j'étais jeune. Donc, je suis toujours arrivée en force en casting. Toujours. Et je voulais me vendre. Mais le rôle d'un acteur, c'est pas de se vendre. Laissez-vous regarder. Et permettez au directeur de casting d'envisager, d'imaginer ce que vous pourriez devenir. Exactement, c'est ça qui est hyper important. Parce qu'ils savent. Alors, c'est des métiers... Ce qui est dégueulasse, en fait, c'est des métiers de désir. Donc, toi, tu vas éveiller le désir chez quelqu'un. Pourquoi ? Parce que peut-être tu vas lui rappeler sa mère. Peut-être tu vas lui rappeler le premier manga sur lequel il a fantasmé. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être tu vas lui rappeler sa copine d'école, meilleure amie, sur laquelle il trichait, machin. Donc, il y a un truc de projection qui est très fort.
En fait, on ne prête... Moi, ce qui m'emmerde avec les prods, les chaînes, les diffuseurs, les distributeurs, c'est « Ah ben lui, on va le prendre lui parce que lui a fait ça. » Alors, c'est normal, parce qu'il faut, il faut des produits d'appel, machin, mais je dis tout le temps au prod, je dis « Allez, ok, d'accord, là, on a 2 gros, 3 lourds, maintenant, on essaie de se faire plaisir, on donne la chance. » Voilà. Après, il y a beaucoup de monde... Moi, je reçois beaucoup de messages d'acteurs qui me disent « Oui, est-ce que vous pouvez... » Alors, il y a un truc que je veux dire aussi. Laissez-vous regarder, mais surtout, prenez toute la place. Occupez le terrain. C'est un truc de ouf parce que moi, les acteurs, je devrais pas dire ça. Faites des choses et surtout, putain, servez-vous des réseaux. Voilà. Pas pour vous filmer au réveil ou au machin, ou filmer votre bouffe, ou filmer vos soirées, ou en mettre vos photos d'acteurs, mais occupez le terrain. Qu'on vous voit en train d'écrire, de rêver, d'imaginer, montrer que vous êtes là et que vous ne comptez pas partir. Moi, je vois souvent les acteurs vers lesquels je vais, c'est curieux, mais ce sont ceux qui m'ont beaucoup écrit. Alors on me dit mais pourquoi tu m'as rappelé? Je dis je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Ouais, t'étais toujours là. Ouais. T'étais toujours là. Donc voilà, faut pas avoir peur. C'est tellement précieux ce que tu racontes. Faut pas avoir peur. N'ayez pas honte. Ils vont vous faire bouffer ces gens-là. C'est ta mère, ton père, ta cousine. Vous n'en avez rien à foutre. Occupez le terrain. Occupez le terrain. Occupez le terrain parce que quelqu'un d'autre le fera, mais avec humilité. Alors numéro 1, préparez votre outil. Alors ça, les acteurs maintenant, ils n'aiment pas trop le faire. Certains, les jeunes, ça les fait chier. Je vois. Les outils, tu parles de quoi? Bande démo, CV, photo? Oui, mais surtout vous êtes votre premier outil. Oui, la Donc, formation. Hygiène de vie, culture, la culture, lecture, matez du film. Connaissez les réalisateurs. Mais pas que les plateformes. Vraiment, allez chercher des choses, allez à la cinémathèque, allez mater des trucs, même des trucs qui ne vous appartiennent pas, que vous n'aimez pas, qui ne sont pas de l'ordre de votre sensibilité ou univers. Matez, lisez beaucoup. Votre corps. Préparez-vous, il peut se passer n'importe quoi. On peut vous dire tu viens et tu fais ça, faut pouvoir le faire. Préparez votre corps qui sera votre meilleur ami, qui va vous porter jusqu'à la fin de votre vie d'acteur. Donc préparez, chouchoutez votre corps, vraiment, aiguisez votre verbe. Et voilà, numéro 1, c'est vous. Numéro 2, vous êtes indétrônable. Et si vous avez décidé, ça va marcher. Ça va marcher. C'est obligé. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort pour toi ? Moi, j'avais les crocs. Je venais d'un village où j'étais obligée de prendre le bus pour aller à Toulon. Un bus improbable, il y en avait un toutes les 1h30. Ouais. C'est pas un fantasme. Quand tu viens de la garrigue et de la forêt, t'as les crocs. Maintenant, tout le monde a accès à beaucoup de choses avec les réseaux. Mais nous, il n'y avait rien. Donc, ayez les crocs. Dites-vous, tout est possible et ça peut commencer aujourd'hui. Ayez les crocs. Tu avais cette détermination. Ah oui, non mais moi, rien n'aurait pu m'arrêter. Parce qu'au travers tes réalisations, on sent une ultra-sensibilité. C'est ce qui m'a freinée toujours et c'est ce qui me freine encore alors, à ce jour. Alors, j'allais te poser la question. Oui, comment tu vis? Parce que d'un côté, tu es paradoxale. D'un côté, tu es cette femme, je me reconnais en toi, femme forte, plein d'idées, qui a envie de transmettre, et on sent que tu t'épanouis quand tu donnes et tu partages. Et après, lorsque ta caméra est au service d'histoire, comment tu te protèges de cette ultra-sensibilité? Est-ce que tu sors indemne de ces tournages? Est-ce que ces histoires, Les histoires, ça va. J'arrive à m'en emparer. Mais ma grande sensibilité me joue des tours parce que j'aime pas l'injustice. Et c'est un métier d'injustice. Donc souvent, on dit de moi, c'est une grenade dégoupillée, elle est dure, elle est compliquée, etc. Oui, parce que quand on fait un film, c'est grave, c'est important. C'est important. Quand on vous donne la chance, quand on vous donne une tribune, une caméra, des acteurs, c'est important. C'est très grave ce qui se passe. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et je n'aime pas trop les producteurs négligents, laxistes, tièdes. Et quand tu ou fais ceux les qui, choses... parce qu'on croit qu'on est une femme, on peut nous entuber. Ça ne me plaît pas. Donc, voilà. Donc, il y a des personnes avec lesquelles je fais un one-shot. Et après, je ne suis pas une entreprise de démolition. J'aime pas dire du mal. Ça ne sert à rien. Mais j'y retournerai pas.
Et quand tu fais les choses, tu y vas comme une guerrière. Ah oui, mais ma plus grande surprise, ce fut d'être dans une manifestation qui luttait contre la pédocriminalité et croiser Madame Stéphanie Pilonka. Eh bien, moi, je vous dis merci, je te dis merci pour ce travail. Beaucoup. Le 31 mai, on sera tous au Rex. Oui, et partout en France, ça sort dans toutes les salles et c'est Apollo Film qui le sort, voilà. Et Apollo Film. Merci pour ce moment. Merci beaucoup, Soledad. Et à très bientôt. Merci beaucoup.